Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Dédougou accueille dans moins de 100 jours les festivités du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina. À moins de 3 mois de cet important rendez-vous, le comité régional d'organisation s'est assuré que les chantiers sont réalisés dans un bon tempo. Les sachets et emballages plastiques non biodégradables sont interdits au Burkina depuis le 20 mai dernier, mais pour que la loi soit respectée, il va falloir multiplier la sensibilisation car les sachets, en dépit de leur dangerosité, sont entrés dans les habitudes des Burkinabés. Prière dans les mosquées vendredi dernier pour que le Burkina soit épargné par la maladie à virus Ebola. Pendant ce temps, en Sierra Leone, les autorités ne savent plus à quel saint se vouer et envisagent une mise en quarantaine des 6 millions d'habitants du pays pendant 3 jours. Mais tout d'abord, Sungalo Apollinaire Ouattara était l'invité de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale gabonaise. Le président de l'Assemblée nationale burkinabé a mis à profit son séjour pour visiter le village de Mapendi, en plein cœur de la forêt gabonaise. Le président Ouattara s'est aussi entretenu avec la communauté burkinabé vivant au Gabon. Reportage Sougri Noma Ibrahim Djigba. Koulamoutou, 700 km à l'est de Libreville. La visite du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso en terre gabonaise se prolonge ici, la région d'origine de son homologue gabonais. Le chef du Parlement du Gabon fait découvrir à la délégation parlementaire burkinabé les potentialités agricoles, fauniques et culturelles de Koulamoutou et Banyanti, son village natal, puis de Mapindi, un canton au cœur de la forêt. Comme les chefs de village l'ont dit, une visite comme celle-là, on ne l'a jamais reçue, on ne l'a jamais eu dans le village, dans le canton. Ça a été une des premières. On vous remercie vivement. On souhaitait que ce genre de visite se multiplie. Retour en plein centre Libreville, capitale politique du Gabon. Le drapeau burkinabé flotte et le titanier est entonné. Les Burkinabés vivant au Gabon sont venus s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale de leur pays d'origine. Sa présence parmi nous ce soir nous a très honorés parce que c'est une marque de considération et d'affection surtout. Pour nous, Burkinabés vivant au Gabon. Ils ont accouru volontiers pour présenter leur civilité à une haute autorité venue du Burkina. Et le président a pris de son temps précieux pour honorer cette rencontre. Je l'ai trouvé absolument conviviale et utile pour la connaissance de la communauté burkinabé du Gabon, mais également pour les échanges de fonds qu'il y a eu. Je voudrais surtout saluer cet esprit de solidarité et également ce sens qu'ils ont de vouloir investir au pays, de s'intéresser à la vie nationale. Les Burkinabés résidents permanents sur le territoire gabonais sont très actifs dans les domaines comme le transport, le commerce, les travaux publics et la maraîchère-culture. Ce communiqué, à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration de la route Sabou-Koudougou-Réo-Didi, placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à Réo, province du Sanguier, région du centre-ouest, le lundi 8 septembre 2014 à partir de 7 h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. Dédougou sera au rendez-vous du 11 décembre, à 100 jours de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Le comité régional d'organisation a visité les différents chantiers en cours d'exécution. Les travaux sont à des stades de réalisation satisfaisants, même si les entreprises ont été encouragées à accélérer la cadence. Siriki Milogo. Constater l'état d'avancement des travaux, encourager les entrepreneurs en charge de l'exécution des chantiers et recueillir les difficultés afin d'apporter les solutions, c'est l'objectif de la présente visite. Cité des forces vives, salle polyvalente, place de la nation, aérodrome de Dédougou, tous les chantiers ont reçu la visite du comité local de suivi des travaux du 11 décembre. Nous avons par moment organisé des visites inopinées sur les chantiers
pour voir un peu comment les choses avancent et s'enquérir justement des difficultés éventuelles auxquelles nous avons peut-être compétence à pouvoir apporter des solutions. Et donc cette sortie s'inscrit dans ces cadres-là. Au terme de la visite, le taux de réalisation varie entre 40 et 50%. Mais dans l'ensemble, c'est la satisfaction qui se dégage du côté du comité local régional qui se dit rassuré après les explications des responsables en charge des travaux. La cité des forces vives est en train d'évoluer, en tout cas à une vitesse très satisfaisante. Et je crois que c'était là-bas, je crois que le défi des filles et des fils, mais nous sommes en train de nous rendre compte qu'à la date d'aujourd'hui, la plupart des maisons sont à un niveau très acceptable. J'aimerais que tout ce qui est programmé comme infrastructure soit réalisé comme il le faut, selon les règles de l'art, parce que nous devons rendre compte. Le délai de livraison des différentes infrastructures est prévu pour fin novembre, un délai qui ne peut être respecté que si des solutions sont trouvées aux difficultés financières que rencontrent les entreprises. C'est déjà la rentrée des classes pour les nouveaux élèves admis au Prytanée militaire de Kadiogo, PMK. Dès demain, les cours commenceront à Cambouensin pour 90 élèves, dont 30 filles. Avant le départ pour le PMK, les parents d'élèves ont reçu l'assurance des premiers responsables de l'école que leurs chérubins recevront une formation à la hauteur de leurs attentes. Reportage Bouma Ernest Nebier. La rentrée scolaire au Prytanée militaire de Kadiogo PMK, c'est pour ce lundi 8 septembre 2014 et les admis en classe de 6e à cette école s'activent. Ils ont été accompagnés dans l'après-midi par leurs parents aux messes des sous-officiers pour leur départ au PMK situé à Cambouensin. Ils sont au nombre de 90, des admis parmi lesquels on compte 30 filles. Qu'est-ce que tu dis à tes parents pour cette rentrée? Durant leur séjour à l'école, ils recevront des formations académiques et militaires et leur cursus scolaire peut les conduire jusqu'en classe de terminale. Cette promotion est la première promotion recrutée sur la base de la réforme du concours que nous avons engagée cette année, qui favorise la régionalisation des admis. Donc nous avons aujourd'hui une promotion qui est composée de l'ensemble des régions de ce pays. Le Prytanée militaire de Kadiogo, c'est une école secondaire d'enseignement général, avec ceci de particulier qu'il y a l'institution militaire qui a enseigné. Pour prétendre à ce concours d'entrée en 6e au PMK, il faut d'abord être admis au CPE, être parmi les meilleurs de sa région et être âgé de 11 à 13 ans. La dernière promotion de l'école de formation et de perfectionnement des travaux publics EFEP-TP est disponible sur le marché de l'emploi et au service de l'administration publique. 538 stagiaires ont reçu jeudi dernier leur diplôme après une formation dans 8 filières du secteur du bâtiment et des travaux publics. Reportage Claudine Bikaba. 538 lauréats, dont 41 pour l'administration et 497 pour le secteur privé, sont sortis de l'école de formation et de perfectionnement EFPTP. Ce sont 8 promotions de 8 filières qui se sont données pour nom de baptême, intégrité, rigueur, professionnalisme. Nous avons aujourd'hui un cru de 538 étudiants dans les diplômes d'ingénieurs, dans les diplômes de techniciens supérieurs, dans les diplômes de conducteurs d'engins polyvalents des travaux publics. Je crois que c'est quelque chose de très important parce que quand on prend le secteur du BTP, c'est un secteur qui est vieillissant. Au jour d'aujourd'hui, nous enregistrons chaque année des départs massifs à la retraite, ce qui veut dire que pendant longtemps, la relève n'a pas été assurée. Parmi ces promotions sortantes, on peut noter la première promotion des ingénieurs géomètres au nombre de 8, dont une femme. Je suis formée pour le compte de la fonction publique, donc tout est déjà tracé pour travailler au DAS Burkinabé. L'école a mis le paquet pour qu'on puisse recevoir une formation de qualité et en plus nous avons eu un stage au Maroc pour renforcer nos connaissances et je pense qu'en tout cas au finish nous sommes fin prêts pour
affronter le domaine professionnel. L'IFPTP a existé depuis 1975 comme centre de formation érigé en 2008 en école de formation et dont il est sorti à nos jours plus de 2000 qualifications. À l'intention des premiers responsables, donc, je lance encore un appel pour qu'ils appuient l'école, pour que l'école puisse investir sur son siège à Somgandé, parce que nous sommes vraiment à l'étroit. 1000 étudiants sur un site de 1 hectare et ce n'est pas facile. Les membres du gouvernement présents à la cérémonie ont remis séance tenant 300 000 francs aux lauréats pour les encourager et ont pris l'engagement d'offrir à chaque fille majeure de sa promotion un ordinateur portable. Le ministre des Mines et de l'Énergie multiplie les visites sur les chantiers de construction de la centrale Bobo 2. Salif Lamoussa Kaboré a visité de nouveau le chantier vendredi dernier et a constaté que les gros travaux sont effectués. Le taux d'exécution est estimé à 79%, preuve que les travaux se déroulent à un rythme satisfaisant. Reportage à Bobo de Lasso, Karim Sissé. Lors de la dernière visite du ministre des Mines et de l'Énergie à la centrale Bobo 2 en juin 2014, ces 2 moteurs ainsi que ses 4 alternateurs et ses souffleurs n'existaient pas. Aujourd'hui, tous ces appareils sont déjà installés. Et selon les dires du chef de projet, les travaux vont bon train. Ce qui reste comme travail, il faut faire les différents travaux. Le nettoyage du moteur même. Ensuite, après la fin de tuyauterie, il faut nettoyer tous les tuyaux avant de faire passer les différents combustibles que sont l'huile, le DDO ou le fuel. De la salle des machines au parc combustible, en passant par le système de traitement des hydrocarbures jusqu'à celui d'alimentation en eau de la centrale, bref, Salif Lamoussa Kaboré a visité tous les compartiments, de quoi le rassurer. De ce qu'on me dit, nous sommes à plus de 79% de taux d'exécution et nous pensons que la date d'octobre sera tenue. Mais j'exhorte encore l'entreprise à redoubler d'ardeur. La Sonabel produit actuellement 188 MW. Le projet de renforcement de la capacité de la centrale Bobo 2 va accroître la production de 48 MW. Un accroissement qui va certainement réduire le déficit énergétique au Burkina Faso. Pour un besoin de la demande attendue en 2015 auprès de 255 MWh. Donc aujourd'hui, la réalisation de cette infrastructure est importante pour nous parce que si nous avions 48 MWh en plus, cela va nous permettre de réduire notre déficit en la matière. Les 2 derniers moteurs sont attendus en mi-septembre au port de Takoradi, d'où ils seront transportés à Bobo Dioulasso en fin septembre, a laissé entendre le chef de projet de renforcement de la centrale Bobo 2. Le conseil municipal de Sabou dans le Boulkemdé vit dans une certaine léthargie depuis plusieurs mois, situation due à une rivalité qui oppose 2 groupes du conseil pourtant dominés par le CDP. Les populations de Sabou, lassées par le blocage, ont manifesté vendredi dernier leur mécontentement et sont allées remettre une lettre au préfet pour réclamer un retour à la normale. Jonas Wemba, reportage à Koudougou. La mairie de Sabou, dans la province du Boulkemdé, se trouve aujourd'hui dans l'incapacité de mener à bien sa mission de centre d'impulsion de développement socio-économique. Et pour cause, le conseil municipal composé de 31 membres, dont 25 du CDP, 4 de l'ADF-RDA, 2 de l'UNDD, est divisé depuis le mois de mars dernier. Une partie plus majoritaire accusant le maire de gérer la municipalité de façon opaque. De ce fait, elle refuse de siéger pendant les sessions et ce bras de fer entre conseillers plonge l'institution dans une léthargie. Face à cette situation de blocage, les organisations de la société civile sont sorties pour se faire entendre et interpeller les autorités de tutelle à s'impliquer pour une conciliation des points de vue. Elles se sont rendues à la préfecture de la localité pour remettre leurs doléances à la première responsable. Nous, anciens, femmes, hommes jeunes, et organisations de la société civile de Sabou, venons par ce message unique interpeller les premiers responsables du pays sur cette question qui bloque l'essor de notre collectivité et solliciter leur médiation dans les meilleurs délais afin que les conseillers municipaux acceptent de faire violence sur les différences de forme et de fond et acceptent de transcender
les clivages qui divisent pour placer sincèrement et effectivement l'intérêt général au-dessus de tout. C'est après plusieurs tentatives de médiation sans succès que se tient la présente marche. Le commissaire lui-même qui est venu, plus les conseillers techniques du MINS qui sont venus. Et les conseillers sont venus travailler 4 jours durant pour essayer de voir comment la mairie fonctionne. Et le 4e jour, le haut commissaire est venu pour concilier tous les conseillers. À la sortie, c'est le statu quo. Cette démarche des populations visera à éviter à leur commune une éventuelle dissolution du conseil municipal et surtout à faire prendre conscience à leurs mandataires de l'importance de l'union dans le développement local. La mairie de Boudry, dans le Ganzourgou, a désormais des bâtiments flambant neufs qui ont été inaugurés hier. Cette infrastructure a été réalisée grâce au Millennium Challenge Corporation MCC dans le cadre du projet sécurisation foncière. Boudry fait ainsi partie des 47 communes du Burkina qui bénéficieront de ce coup de pouce. Reportage Claudine Bikaba. C'est l'hymne national qui a donné le ton à la cérémonie inaugurale de la mairie de Boudry dans la province du Ganzourgou, région du plateau central. Des bâtiments communaux constitués d'un bloc administratif, d'une salle polyvalente de 250 places, d'une adduction d'eau et de latrines. Ce sont là des réalisations du Millennium Challenge Corporation. Avec les financements des Américains, à travers le Compact MCC, on a financé des bâtiments comme ça en 47 communes à travers le pays. Donc c'est très content et aussi c'est un point de fierté d'être là et puis célébrer avec tous les gens et les ressortissants de Boudry. C'est tout naturellement que le maire de Boudry se réjouit de recevoir de telles infrastructures. C'est certainement une joie, d'autant plus que ces bâtiments vont nous servir à être performants dans le développement institutionnel et surtout aussi voir le côté de la sécurisation foncière. Parce que c'est là tout le nœud du problème en milieu rural. Autorités locales et régionales, chefs coutumiers et les populations sont sortis nombreuses assister à cette célébration qui s'est achevée par la remise d'attestation de possession foncière rurale. L'Organisation pour la démocratie et le travail ODT traverse depuis plusieurs mois une crise suite à la destitution de son président Moïse Savadougou. Ce dernier, qui a intenté une action en justice contre le secrétaire général du parti et député à l'Assemblée nationale, a organisé hier une conférence de presse. Moïse Savadougou crie à la violation des textes et à l'usage de faux documents. Jacques Lamissa Tarpaga. Les divergences au sein du parti politique ODT continuent de faire des vagues. L'un des présidents du parti, qui en a 2 après la scission, Moïse Savadougou, s'explique face à la presse. Il veut récupérer son récépissé de reconnaissance perdu l'an passé au profit de l'aile dissidente du parti dirigé par son secrétaire général, par ailleurs député à l'Assemblée nationale. Il me reproche que j'ai mangé, entre griffes, l'argent du parti des élections 2012. Alors que toutes les preuves sont là pour dire que M. Savadougou Moïse a même investi de ses propres poches pour qu'on puisse combler les déficits au niveau des élections couplées. Parce qu'on n'a eu que 8,5 millions. Et lui-même qui se plaint, sur ces 8,5 millions, il en a pris 3 millions. Depuis près d'1 an, l'affaire est pendante en justice dans une double action au tribunal administratif pour faire annuler le récépissé accordé aux dissidents et au pénal pour faux et usage de faux. Moïse Savadougou et ses partisans se disent confiants quant à l'issue de l'affaire. Comme dans nos textes, il est dit pour convoquer un congrès, il faut obligatoirement passer par un conseil. Et comme il n'a pas eu à convoquer un conseil, à ce niveau, il était obligé de faire un autre document qui dit qu'il a organisé un conseil. Et ces documents, c'est nos documents que nous avons envoyés en justice, qu'il a été notifié, qu'il a photocopié maintenant encore pour faire son mémoire en défense. Et pendant le jugement, comme nous n'étions pas notifiés, mon avocat a dit que nous, on n'était pas notifiés, donc on ne connaît pas l'authenticité de ce document. Voilà, donc
le procès est à ce niveau. De nombreux documents sont présentés ici pour attester du faux utilisé par les adversaires. L'on a eu même droit à des témoignages de militants qui disent avoir vu leur signature falsifiée. Les deux parties seront du reste devant le juge administratif ce jeudi 11 septembre pour la suite du procès. Depuis l'adoption le 20 mai 2014 de la loi, les sachets et emballages plastiques non biodégradables sont interdits au Burkina. Une chose est d'adopter la loi, une autre est de l'appliquer. Le sachet plastique a beau être un fléau, les populations ne semblent malheureusement pas prêtes à s'en séparer tant les habitudes ont la peau dure. Pourtant, les emballages plastiques ont des influences dangereuses sur la santé humaine et animale. C'est Sylvestre Dossier. Une journée comme tout autre dans un marché de la capitale burkinabé. Commerçants et clients vaquent naturellement à leurs occupations de vente et d'achat des marchandises. Et pour ce qui est des emballages, le sachet plastique, comme d'habitude, est utilisé de manière naturelle, que ce soit pour du charbon, du sucre, du poisson frais ou de la nourriture prête à être consommée. J'ai vu que tout le monde travaille avec les emballages plastiques. Donc moi aussi, je fais pareil. Si on nous propose autre chose en lieu et place, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui viennent faire leur achat chez moi réclament toujours des sachets plastiques et moi je suis obligé de les servir avec. Certains amènent même leurs sachets. Si le gouvernement fait en sorte qu'il n'y ait plus de sachets au Burkina, nous serons obligés d'utiliser les plats et les paniers pour faire le marché. De toute évidence, les populations ne sont pas prêtes à enlever les sachets plastiques dans leurs habitudes, et ce malgré l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2014 portant interdiction d'importation, de production, de vente et d'utilisation des sachets et emballages plastiques non biodégradables. Cette loi a été promulguée le 3 juillet par le chef de l'État, avant même que la loi ne soit adoptée. Entamé une vaste campagne d'échange avec les différents acteurs pour les convaincre de la pertinence et de la nécessité d'aller vers cette loi d'interdiction. Et donc les commerçants en premier ont reconnu la pertinence de la loi et ont dit qu'ils savent où trouver des emballages plastiques biodégradables. La dégradation des emballages plastiques est très lente. Entre 100 et 400 années sont nécessaires pour qu'ils soient absorbés par la nature. Des siècles au cours desquels ils engendrent des conséquences désastreuses dont la pollution visuelle est la partie visible de l'iceberg. En faveur de la biodégradation, il y a le lixivia qui s'infiltre dans le sol et qui peut porter atteinte à la qualité de la nappe phréatique, sans oublier qu'en brûlant le plastique, il y a des émanations gazeuses comme les dioxydes et des furanes qui sont émises, dont certains sont cancérigènes. Sans oublier que ça contribue également à dégrader de façon très sensible la qualité même de l'air que nous respirons. Il y a une étude qui a établi que 20% des patients qui sont admis en consultation à l'hôpital Yaldo souffrent de maladies respiratoires liées à la mauvaise qualité de l'air. Selon les données du ministère de la Santé, la pollution engendrée par le plastique est cancérigène à moyen et long terme. De plus, elle provoque la stérilité féminine. Le plastique a aussi des effets nocifs sur la faune et la flore. Il décime plus de 30% du cheptel burkinabé chaque année. Ses conséquences sur les productions agricoles sont également énormes. Les sols que nous utilisons pour la production agricole, c'est des sols qui vivent, qui respirent. Et l'expérience de ces sols-là est due à la présence des cavités, des pores et des micropores. Les sachets plastiques dans les sols vont donc empêcher l'air de circuler et également à l'eau, bien sûr, s'infiltrer, donc du coup amener une mauvaise croissance des plantes. Mais aussi, il faut dire que souvent, les plastiques qui vont bien sûr boucher ces pores peuvent aussi entraîner ce qu'on appelle un engorgement des sols. C'est-à-dire qu'au lieu que l'eau s'infiltre, l'eau va stagner, amener bien sûr les sols avec beaucoup d'eau. Donc ça aussi, ça entraîne aussi la mort, bien sûr, la mauvaise croissance de ces plantes-là. Les caniveaux, les canaux d'évacuation des eaux et les barrages n'échappent pas au phénomène de déversement des emballages plastiques. À certains endroits, le plastique dicte sa loi. Face à ce qu'il convient d'appeler le fléau des sachets plastiques au Burkina Faso, au-delà de la loi, la vulgarisation des emballages biodégradables combinée au recyclage du plastique non biodégradable pourrait être une solution efficace. Beaucoup d'associations à travers les pays en ont d'ailleurs fait leur activité et ne demandent qu'à être accompagnées. Le gouvernement et les collectivités sont également à la tâche. Le centre de valorisation des déchets plastiques à Ouagadougou est un exemple en la matière.
Ouagadougou a élaboré un schéma directeur de gestion des déchets en 2000, dont l'objectif principal est bien sûr l'amélioration de la gestion des déchets de la ville de Ouagadougou. Ce schéma directeur-là nous a permis vraiment de restructurer l'ensemble de la filière déchets, de la précollecte au traitement, en passant bien sûr par la collecte et le transport. Au vu de l'ignorance et de la persistance des populations, le ministère en charge de l'environnement entend multiplier les campagnes de sensibilisation. Mais une fois que les décrets d'application de la loi du 20 mai vont être pris, les sensibilisations vont s'accompagner de répression. Et cela devrait intervenir courant janvier 2015. À noter aussi que les tests complémentaires vont être pris pour taxer les types de plastique qui ne tombent pas dans les champs d'application de la loi du 20 mai. Il s'agit de respecter les principes pollueur-payeur prônés par le Code de l'environnement. Pourquoi aller vers la taxation? Parce que c'est le type d'emballage qui permettent d'identifier qui a mis ces emballages sur le marché et qui se retrouvent dans la nature. On va viser également tous ceux qui organisent des activités publiques, des manifestations publiques, et qui, à l'issue de ces manifestations publiques, on retrouve des sachets d'eau à gauche, à droite. Il est clair que les conséquences des sachets plastiques sont plus qu'alarmantes. Les sources d'approvisionnement de ces emballages sont connues et à présent, une loi interdit leur production, importation, vente et utilisation. Reste à appliquer cette loi dans toute sa rigueur afin de permettre de soigner l'image de l'environnement urbain et rural au Burkina Faso, de rendre fluide la circulation dans les différents canaux, d'éviter la mort d'animaux par suite de consommation de ces sachets et tout cela pour le bien-être des populations. On trouve dans les caniveaux toutes sortes de déchets, dont les fameux sachets qui bloquent le drainage des eaux sales. Les jeunes de l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso ont lancé hier une campagne de curage des caniveaux dans 3 secteurs de l'arrondissement. C'est leur contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations urbaines. Reportage à Bobo, Ali Traoré. Les caniveaux n'existent pas dans tous les secteurs de la ville de Bobo-Dioulasso et le peu qui permettent de drainer les eaux usées ou les eaux pluviales sont bouchés ou n'existent pratiquement même plus à certains endroits. Une situation provoquée souvent par le comportement de la population et qui pourrait être source d'inondation. Ce matin, des jeunes de l'arrondissement 3 avec à leur tête leur premier responsable font le pied de grue-pelle à la main. C'est le début d'une campagne pour curer les caniveaux de l'arrondissement. La population court un grand danger à propos de la propriété. Alors, le manque d'hygiène qui provoque des maladies telles que le paludisme et le choléra. Donc, nous avons profité et lancé cette activité de curage des caniveaux pour inciter la population à préserver ce que les élus locaux nous donnent pour l'évacuation des eaux usées. Il est important de curer ces caniveaux, mais pour leur entretien, le maire de l'arrondissement 3 a sa petite idée. On va d'abord ramasser les aider parce qu'ils ont demandé que quand ils vont curer, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit non, la mairie va s'occuper du ramassage. Mais je crois qu'après ce matin, la population est en train de regarder les enfants en train de curer les caniveaux. C'est leurs enfants. Donc je pense que cette sensibilisation, on n'a même plus besoin d'aller les voir. Cette campagne de curage des caniveaux va s'étendre sur 5 jours et concernera les secteurs 12, 13 et 14 de l'arrondissement 3 de la ville de Bobo-Dioulasso. Mobilisation des jeunes comme aime à le voir le ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Ce ministère s'attelle à élaborer une stratégie de mobilisation et d'implication des mouvements et associations de jeunesse dans la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de la jeunesse. Une rencontre a réuni à Ouagadougou une quarantaine de jeunes leaders autour de la stratégie. Nathalie Savadougou, précision. Cet atelier qui a réuni une quarantaine de jeunes leaders représentant des réseaux et organisations fêtières, des mouvements et associations de jeunes des 13 régions du Burkina, a permis d'élaborer et de valider le plan stratégique de travail pour une participation active des jeunes à la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de la jeunesse. Nous avons réfléchi sur l'identification de tous les acteurs qui devront participer à une meilleure implication des mouvements associations de jeunesse. Nous avons également vu le rôle que ces différents acteurs devront jouer, mais surtout identifier des actions d'information, des actions de sensibilisation et des actions de formation des mouvements et associations de jeunesse de notre pays. Une nouvelle politique nationale de la jeunesse souhaitée par le gouvernement burkinabé afin de dégager de nouveaux défis pour la promotion des jeunes. En termes de promotion de la jeunesse, il y a le diagnostic à faire ressortir en tout cas 10 défis
Mais les principaux sont d'abord les questions liées à l'emploi, les questions liées aussi à l'éducation, à la formation des jeunes de façon qualité. Il y a aussi les questions liées à la santé, à la protection des jeunes. Il y a aussi les questions concernant l'accès des jeunes aux TIC. Une politique est faite justement pour que des acteurs s'en approprient. Et ici, il s'agit des jeunes. Comment les jeunes peuvent jouer un rôle, comment ils peuvent contribuer à l'atteinte de l'objectif par rapport à la coordination de jeunesse. Durant 2 jours, ces jeunes leaders ont pu, entre autres, s'approprier des objectifs et des programmes de la nouvelle politique nationale de la jeunesse et planifier des actions pour leur pleine participation à cette politique nationale. Le centre de lecture publique et d'animation culturelle de Tinkodogo tourne actuellement au ralenti. Les difficultés du CELPAC s'appellent vétusté des documents et manque de ressources financières pour réaliser ses activités. Cette année seulement, le centre a perdu plus de 40% de ses visiteurs. Dossier signé Ildevert Issa Bebane. Jadis considéré comme le poumon littéraire pour les élèves et les chercheurs, le centre de lecture publique et d'animation culturelle CELPAC est de nos jours en difficulté. Les livres se raréfient dans les rayons et les abonnements pour les journaux et les périodiques sont suspendus. Avant, quand même, il y avait des documents. Voilà. C'est vrai que ce n'était pas diversifié, mais quand même, on se rend compte que bon, le peu qui existait là, quand même, on pouvait avoir accès à ça. Les documents sont vétustes. Donc, on n'arrive pas à répondre à la demande des usagers. Il faut dire que le centre est fréquenté par différentes personnes. Anciennement appelé Centre de lecture et d'animation culturelle CLAC, cette bibliothèque publique a actuellement un statut administratif moins clarifié. Le centre souffre des difficultés. Peut-être c'est structurel, c'est plus structurel pour moi. Parce qu'il faut qu'on arrive à situer un peu les responsabilités, qui fait quoi. La direction, le ministère de la Culture, la direction générale du livre, parce qu'il y a une direction générale du livre, et ensuite il y a la coordination des réseaux CELPAC, et ensuite il y a les collectivités. Alors, si la chose a été reprocédée aux collectivités, et il faut qu'on sache, la direction générale du livre, qu'est-ce qu'il doit faire, le coordinateur, qu'est-ce qu'il doit faire, la collectivité qui reçoit l'infrastructure, qu'est-ce qu'elle doit faire. De l'extérieur, la visibilité du CELPAC est occultée par ces chantiers inachevés. Et ce hangar qui servait de cadre pour les activités ludiques est aujourd'hui en lambeaux. Comme difficulté de fonctionnement, on constate souvent des retards au niveau de l'ouverture de la salle. Du coup, l'effectif des abonnés a chuté d'environ 1000 en 2013 à 600 personnes en cette année 2014. Et pourtant, les enseignants ne tarissent pas de mots pour expliquer l'importance du CELPAC pour les élèves. Et il n'y a pas d'école sans livre. Alors, le livre est aujourd'hui la source d'inspiration et de culture de tout le monde, des élèves, y compris aussi souvent les enseignants. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des structures qui mériteraient peut-être un regard plus attentionné de la part des autorités, vu que ce sont ces structures-là qui permettent de donner naturellement un coup de pouce au manque d'infrastructures abritant des bibliothèques et autres moyens didactiques au sein des établissements secondaires. Pour surmonter tous ces dysfonctionnements, le premier responsable du centre, Siaka Ouattara, a sa petite idée, mais les moyens semblent lui faire défaut. S'il n'y a pas de fonds, c'est difficile de travailler sans des moyens d'accompagnement, des mesures d'accompagnement. Même les fonds documentaires. Alors, mais les fonds documentaires, c'est simple, on exprime le besoin à travers les lecteurs. À partir de ça, on fait un budget pour enrichir le fonds documentaire. Et je pense que ça va augmenter le nombre de lecteurs. Maintenant, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, avec le 21e siècle, on parle des nouvelles technologies de communication. Pour un centre de lecture, l'idéal serait qu'il y ait au moins une connexion Internet ou du Wi-Fi. Avec bientôt la prochaine rentrée, si rien n'est fait pour sauver ce centre, cette difficulté risque d'impacter sur les résultats scolaires des élèves.
La mobilisation contre l'épidémie à virus Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest est aussi spirituelle. Ainsi, des prières contre Ebola ont été organisées vendredi à Ouagadougou. Elles ont été marquées par des lectures coraniques et des invocations à l'initiative du cheikh Ibrahim Kirakoya. Précision, Sié Sylvestre Da. Il prie pour implorer l'assistance de Dieu afin qu'il préserve le Burkina des affres de la maladie d'Ebola. Ces fidèles musulmans, réunis autour du cheikh spirituel, Cheikh Al-Islam Ibrahim Kirakoya, prient aussi pour les frères des pays éprouvés par l'épidémie. Pour le cheikh et ses fidèles, ces moments de spiritualité sont recommandés par l'islam, car la prière est l'arme de prédilection du musulman. C'est une recommandation de l'islam de prier pour préserver le pays des maladies et autres troubles. C'est un acte que nous posons ici d'abord pour nous-mêmes. Et au cheikh Kirakoya d'inviter les musulmans du Burkina à manifester leur solidarité à l'égard des malades à travers la prière et la lecture du Coran dans les mosquées du pays. Je voudrais exhorter les musulmans du Burkina à abonder de prières et d'invocations de Allah pour empêcher cette maladie de franchir les frontières du pays. À ce jour, aucun cas de malade d'Ebola n'a été signalé au Burkina. Et le cheikh d'insister sur les mesures de prévention préconisées par le ministère de la Santé et l'OMS afin de se prémunir contre la maladie. C'est tout pour cette édition de ce dimanche. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellente soirée et à la prochaine.